Merci Bonsoir. d'être avec nous aujourd'hui, parce qu'on reçoit aujourd'hui un des grands historiens français, spécialiste de la Révolution française et de l'Empire, auteur d'ouvrages sur l'histoire de la Révolution et de l'Empire justement, et un ouvrage sur Bonaparte en 2013. Et vous nous proposez donc ce parallèle. Je ne sais pas si c'est unique, d'ailleurs, il avait déjà été réalisé, ce parallèle entre De Gaulle et Napoléon ? Non, jamais. Jamais ? Non, jamais. Le parallèle n'est pas un genre très prisé des historiens. Oui. D'abord parce qu'il y a un grand ancêtre qui est Plutarque, et il est difficile de se lancer dans un exercice que Plutarque a dominé de manière quasi définitive. Et puis ensuite, c'est mal vu parce que l'université française n'aime pas les gens qui sortent de leur période. Or, le parallèle, quand il porte sur des personnages ayant appartenu à des époques différentes, n'est pas un exercice très bien vu parce qu'on le juge souvent très artificiel. Alors, on va voir effectivement, on va en discuter pendant cette heure de leurs points communs, mais bon, moi je trouve qu'effectivement à la fin on se rend compte qu'ils sont finalement pas si semblables que ça. Il y a beaucoup de différences, on va en parler évidemment. Vous proposez dans ce livre donc une réflexion sur plusieurs thèmes que les deux hommes ont en partage: l'art du retour, leur relation à l'histoire, à la France, à la guerre, à la mort, et aussi leur rapport au pouvoir et à l'écriture. On va essayer de balayer tous ces sujets. Je le disais, vous avez publié un Bonaparte donc en 2013, donc rencontré déjà la figure de ce héros. Donc comment est venu ce désir de revenir à lui tout en faisant ce parallèle avec De Gaulle ? Il y a deux raisons. La première raison est une raison purement personnelle. C'est que j'ai tardé à écrire la suite du Bonaparte, c'est-à-dire un Napoléon, parce qu'il faut, quand on commence une biographie, il faut la finir. Mais j'ai beaucoup plus de sympathie pour Bonaparte que pour Napoléon. Donc je me suis dit, j'arrivais pas à m'y mettre, je ne sais pas comment le traiter, je ne sais toujours pas d'ailleurs. Donc je me suis dit, autant faire autre chose. Et puis, travaillant sur Bonaparte, j'ai bien sûr rencontré la figure du héros, du sauveur, de l'homme providentiel, et pu mesurer l'importance qu'elle a dans l'histoire française. Puisque depuis Jeanne d'Arc est sans doute le premier homme providentiel de l'histoire de France, si l'on peut dire. Depuis Jeanne d'Arc, c'est une figure récurrente. Henri IV, Louis XIV après la Fronde, Napoléon, et puis après on a Clémenceau, on en a d'autres. Pétain en 40 joue ce rôle aussi. Puis on en a des plus incertains. Pinet, par exemple, qui pendant quelques mois apparaît comme un homme providentiel, Mendès France, puis De Gaulle. Voilà. Donc c'est une figure récurrente. Et travailler sur Napoléon, qui est un peu le modèle suprême de l'homme providentiel, c'est bien sûr s'intéresser à cette figure. Ce que vous nous dites, c'est que les autres nations européennes n'ont pas cette singularité-là. Non. Pourtant, ils ont eu des hommes providentiels aussi. Ils ont des héros, ce qui est un peu différent. Par exemple, si vous prenez Churchill. Churchill n'est pas un homme providentiel. Churchill est celui qui, en 1940, au moment du grand danger de l'attaque allemande, va trouver les mots pour galvaniser la résistance britannique, du peuple britannique. Mais il ne se substitue pas au peuple britannique. Simplement, il l'aide à se dépasser, à se galvaniser, à résister, à ne pas céder à la terreur ou au défaitisme ou autre. Alors qu'en France, l'homme providentiel, c'est celui qui se substitue au pays et à son peuple à un moment où on ne voit d'issue nulle part. L'Angleterre n'a jamais connu ça. Et pareil, vous avez des grands hommes dans l'histoire allemande, Frédéric II, plus tard Bismarck, mais en même temps, on ne peut pas dire que ce sont des hommes providentiels. C'est-à-dire que le pays existe indépendamment d'eux. Le problème de la France, c'est qu'à certains moments de son histoire, elle cesse d'exister. Et c'est à ce moment-là qu'un personnage investi d'une attente, d'espoir, de qualité que peut-être d'ailleurs il ne possède pas vraiment, est chargé en quelque sorte de suppléer l'absence du peuple français. La faillite de ses élites, la faillite de ses dirigeants, l'absence de perspective, le pessimisme, le défaitisme, une espèce de dépression récurrente. Ça, c'est quand même une particularité très française. Alors, c'est sous-titré, enfin pas sous-titré, c'est le titre, hein, Napoléon et De Gaulle, deux héros français. Alors, le choix du mot héros n'est pas neutre.
Non. Et il est fort en même temps, parce que étymologiquement, c'est demi-dieu, héros. On peut dire qu'il le sent inégalement. On peut le dire de Bonaparte, parce que dans Bonaparte, il y a une dimension qui excède les proportions humaines. Il y a une énigme chez ce jeune homme venu de la périphérie du royaume, puisqu'il naît l'année où la Corse est rattachée à la France. Donc chez lui, il y a une énigme, parce que les circonstances n'expliquent pas son génie. Et pour les gens qui l'ont connu jeune, ils n'ont jamais trouvé en lui le moindre signe qu'il avait un destin extraordinaire. Et puis tout d'un coup, à Lodi, on peut dire au début de la campagne d'Italie, c'est comme un surgissement, apparaît un personnage qui n'a pas d'exemple dans l'histoire, sauf peut-être Alexandre le Grand dans l'Antiquité, et qui n'aura pas réellement de successeur après. Donc chez lui, il y a une vraie énigme. Il est héros au sens ancien du terme. De Gaulle, c'est différent. De Gaulle est un héros pour les Français, dans leur mémoire, parce qu'il est celui qui, par 2 fois, a rétabli la République, qui a sauvé la France, en tout cas l'honneur de la France, à un moment de grande difficulté en 1940. C'est celui qui a réussi, certes, d'une manière qu'on peut dire critiquable, et moralement peut-être même condamnable, à mettre fin à l'aventure coloniale, à l'Algérie française, etc., etc. Donc il a un héros pour les Français. Mais on ne peut pas dire que l'homme lui-même soit héroïque, comme l'est Napoléon. Napoléon est un homme d'un autre temps. Même à son époque, il a un côté anachronique, c'est-à-dire que les gens sont stupéfaits de voir surgir un personnage qu'on dirait sorti des pages d'un livre de l'Antiquité. Et jeune, il a quel âge Napoléon quand il... Napoléon, si on date son surgissement de Toulon, parce que c'est là où la première fois il fait la preuve de ses capacités incroyables, il a 24 ans. Alors il a 24 ans lorsqu'il surgit, il a 30 ans lorsqu'il devient premier consul, 35 ans lorsqu'il devient empereur, et il meurt à 51 ans. Donc c'est une vie météorique. Hein. Alors que De Gaulle, lui, c'est quasiment... De Gaulle, c'est le contraire. Oui, c'est le contraire. Parce que De Gaulle, il entre dans l'histoire à 50 ans. Donc, l'âge de la mort de Napoléon. À l'âge où Napoléon meurt, De Gaulle commence sa carrière. Puisque c'est finalement un militaire, pas raté, parce qu'il a fait des choses, mais il a eu une carrière tout à fait terne dans l'armée. C'est un militaire de bureau, c'est un militaire écrivain. Il n'est pas très considéré, il n'est pas encore général, il le sera seulement à titre temporaire en mai 40. Donc il arrive en fin de carrière. Ce qui explique qu'il a plus de mesures que Napoléon, quand même. Non ? La mesure, c'est autre. Je pense que c'est pour d'autres raisons. C'est que Napoléon... quoi qu'on en dise, alors il est né l'année du rattachement de la Corse à la France, donc il est français. Mais en même temps, Napoléon est un étranger. Il ne s'est jamais senti français. Il n'aime pas les Français. Ça, c'est ce qu'il a en commun avec De Gaulle. De Gaulle disait ah, si la France pouvait exister sans les Français, comme elle serait belle. Et Napoléon, quand il parle à son entourage, aux visiteurs qu'il reçoit, il a toujours cette phrase, on le sait par les témoins. Vous autres Français, vous pensez que. Vous autres Français, vous dites que. C'est-à-dire que lui-même ne se sent pas français. D'ailleurs, c'était sa particularité, c'est qu'il ne se sent pas corse. Il a été élevé sur le continent. Donc quand il est revenu à 17 ans en Corse, il ne comprenait plus la langue. Il ne comprenait plus que le français. Mais en même temps, il parlait très mal le français. Par exemple, quand il disait, pour dire rente viagère, il disait rente voyagère. Ou alors, pour armistice, il disait je vais vous proposer une amnistie. Bon, il mélangeait un peu les mots. C'est encourageant pour les enfants qui font des fautes d'orthographe aujourd'hui. Oui, bah ça, l'orthographe de Napoléon, c'était phonétique. Et puis, il avait une patrie qui était sa patrie de cœur. C'était l'Italie, d'où venaient ses ancêtres. Mais français, jamais. Mais simplement, il a compris qu'à un moment donné, la France allait lui donner un théâtre à la mesure de son talent et de son génie. Quelques mois avant, il fait une demande auprès du gouvernement de l'époque, sous la Révolution, et il demande une mission en Turquie. Et son projet, c'était d'aller s'enrôler dans l'armée turque, et il écrit une lettre à son frère en lui disant « Tu sais, en France, il n'y a rien pour nous, on ne pourra rien faire d'intéressant, il faut aller en Orient, parce que c'est en Orient que se développent les grandes aventures. » Et il a donc ce projet.
Et puis là-dessus, pour diverses péripéties qu'il n'est pas utile de rappeler là, tout d'un coup, il comprend que l'avenir, il est là, en France. Et à partir de ce moment-là, la France va être son théâtre. De Gaulle, c'est très différent. Parce que Napoléon, vous pouvez l'imaginer partout. Vous pouvez le transporter en Amérique, en Chine, partout. Et c'est d'ailleurs pourquoi il a des admirateurs partout. Parce qu'il aurait pu être de partout, il est de nulle part, en fait. Et il avait une phrase, vous savez, il disait « Ah, si j'avais été mon petit-fils, que n'aurais-je pas fait ?» Sous-entendu qu'il ne devait rien à ses ancêtres, il ne devait rien à ses parents, il ne devait rien à aucune tradition, aucune histoire. Il est lui-même. De Gaulle, il est français. Il est d'origine très petite noblesse non titrée. Il est catholique fervent et il est soldat. C'est-à-dire qu'il réunit les trois grandes traditions de la France ancienne. L'armée, la noblesse, la religion. Et au fond, ça lui compose une sorte de surmoi qui pèse sur ses décisions et qui l'empêche de tourner à l'aventurier pur, comme Napoléon va devenir après 1805, où Napoléon, au fond, une fois qu'il a reconstruit la France, il oublie la France et il s'engage dans une autre aventure. Alors, il y a un chapitre qui s'appelle Retour croisé, donc on parlait de l'art du retour de ces deux personnages. On va parler du retour politique dans un instant, parce qu'évidemment, ce sont deux épisodes très forts. Mais d'abord, le point commun, c'est le retour sur le sol français, l'un 1799, l'autre 1944. Là, ça se fait sous les acclamations des Français. Oui, c'est des scènes à la fois très romanesques, très touchantes aussi. Là, ils sont au sommet de leur popularité. Bonaparte revient d'Égypte. Il va réussir à faire croire qu'il revient vainqueur, alors qu'en réalité, il revient vaincu. Il a même, dans un pays normal, à une époque normale, il aurait été fusillé comme déserteur, puisqu'il a abandonné son armée en Égypte. Tout simplement parce qu'il a eu vent du fait que la guerre reprenait en Europe, et donc que le gouvernement faible qui dirige la France ne tiendrait pas. Et il sent que c'est le moment de renverser le régime et de prendre le pouvoir. Donc il abandonne son armée sans remords et il revient pour faire un coup d'État. Mais lorsqu'il débarque sur la côte méditerranéenne, à Fréjus, le climat politique est tel, la décomposition politique est telle qu'il est accueilli comme le sauveur. C'est-à-dire que tout le monde a l'idée que c'est lui qui détient la solution pour l'avenir et personne d'autre. Alors il fait un voyage triomphal le long de la vallée du Rhône, et puis ensuite il remonte par Dijon. Et dans la vallée du Rhône, où il y a beaucoup d'insécurité, à l'époque il y a des bandes de voleurs partout, donc les paysans des montagnes, pour ne pas qu'ils soient attaqués la nuit, descendent des villages et éclairent la route avec des flambeaux. Tout le long de la vallée du Rhône, c'était un spectacle incroyable. Et lorsqu'il arrive à Paris, eh bien, il revient chez lui rue de la Victoire, il retrouve Joséphine, et puis il se tait officiellement. Bien sûr, il ne dit pas qu'il va renverser le régime, il négocie avec tous les partis. Et les membres du gouvernement sentent tellement que c'est la fin et que l'avenir, c'est lui, que tous les après-midi, les ministres viennent chez lui montrer leurs dossiers et les affaires du jour, alors qu'il n'est qu'un général sans affectation. Donc un coup d'État qui va se faire très simplement et qui n'aura un moment un peu tendu le deuxième jour que par sa faute, parce que c'est un homme jeune, il a 30 ans à ce moment-là, qui est incapable de patienter. Bon, il ne peut pas attendre, il faut que tout aille vite, il faut surtout que tout soit fait selon ses ordres. C'est un militaire, il est habitué à ce qu'il y ait le silence dans les rangs. Et bien sûr, là, on exige du Parlement qu'il vote la mort du régime. Alors, il dit, pour assurer la liberté des délibérations, on va les faire, les députés, entourés par l'armée. Donc, on les réunit à Saint-Cloud, dans l'orangerie du château, entourés par l'armée, en espérant que la présence militaire va les inciter à s'aborder le régime rapidement.
Seulement, Bonaparte, qui trouve que ça ne va pas encore assez vite, décide d'intervenir lui-même. Il se rend dans l'orangerie et il leur fait un discours très maladroit en leur disant « Vous savez que je suis le dieu de la guerre et que personne ne peut me résister ». Et alors là, les députés se mettent à crier mort aux tyrans, etc. Ce qui fait qu'on est obligé de faire intervenir la troupe pour chasser les parlementaires dans le jardin. Avec une difficulté, c'est que les parlementaires chassés, le régime n'a pas été enterré officiellement. Donc il faut aller les rechercher dans les restaurants de Saint-Cloud, où ils sont tous partis manger puisque là c'était terminé, pour les réunir de force et leur faire voter la mort du régime. Mais néanmoins, c'est un coup d'État qui se passe sans violence, sans proscription, sans arrestation, tout le contraire du coup d'État que fera Napoléon III, où il y aura des centaines de morts, 30 000 arrestations et déportations en Algérie, donc tout à fait autre chose. De Gaulle, c'est un peu pareil. Lorsqu'il revient en 1944, en août 1944, lui aussi, à partir du moment où il débarque en France, dans la Manche, il est porté par la foule, littéralement porté jusqu'à la fameux défilé des Champs-Élysées et la visite, le Tédéum à Notre-Dame. Donc pendant tout ce voyage, ça ne veut pas dire que tous les Français sont pour De Gaulle, mais ça veut dire, comme l'a dit un historien, que les Français, en l'espace de 3 mois, avaient transféré la légitimité de Pétain, encore acclamé à Paris quelques semaines avant, où il était venu après un bombardement allié pour voir les victimes, à De Gaulle, qui revenait en vainqueur et qui revenait revêtu de la légitimité que confère la victoire. Donc là aussi, une prise de pouvoir facile et qui, dans le cas de Gaulle, couronne l'aventure de la France libre et couronne la décision qu'il a prise en 1940. Alors la comparaison, en fait, c'est plutôt entre Bonaparte en 99, donc Brumaire, et De Gaulle en 58. Parce qu'en 99, Bonaparte a fait un quasi-coup d'État, et en 58, De Gaulle fait un coup d'État. C'est-à-dire que, contrairement à la légende véhiculée par ses proches, il n'est pas rappelé par les Français, il va aider le destin. En tout cas, ses partisans, son entourage vont aider le destin en s'associant aux insurgés d'Alger et en manipulant les circonstances avec un brio extraordinaire. Il faut bien dire qu'il a été au sommet de son art à ce moment-là. Alors, on va parler de ces 2 retours politiques réussis, dont vous dites d'ailleurs qu'ils sont uniques dans l'histoire de la politique française. Oui. D'abord, je voudrais juste qu'on voit leur comportement quelques années après les scènes que vous venez de nous décrire. L'un est à l'île d'Elbe, l'autre est à Colombey. Ils ne vivent pas du tout de la même manière ces 2 moments de leur vie. Il y en a un qui s'ennuie complètement à Colombey. Lui, Napoléon, il s'adapte. Oui, alors à l'île d'Elbe, Napoléon s'adapte parce que Napoléon, au fond, c'est un joueur. Ouais. Je crois que son tempérament, c'est celui du joueur. C'est-à-dire, c'est quelqu'un, tant que la dernière carte n'est pas abattue, eh bien, il y a toujours une petite chance que la fortune change, que la roue tourne. Et en plus, il a ce tempérament du joueur qui est, chaque fois qu'il gagne quelque chose, de tout remettre en jeu, toute la mise, de ne rien garder, dans l'espoir de gagner encore plus gros. Voilà. Et donc, à l'île d'Elbe, c'est pas terrible, l'île d'Elbe. Il se retrouve avec une armée de 170 hommes, alors qu'il en a emmené 500 000 en Russie. Il faut dire qu'il en a ramené que 140 000. Hein. Tous les autres sont morts. Mais quand même, 170 hommes, c'est pas beaucoup. Alors, son île est petite. Chateaubriand dira, son royaume était un carré de légumes. Et alors il s'adapte, il joue au roi d'opérette, il fait beaucoup de choses à l'île d'Elbe. Il n'y avait pas de route à l'île d'Elbe. Quand il arrive, il fait construire des routes. Parce que comme il ne peut pas rester inoccupé, il commence à tout chambouler sur l'île, il fait construire des routes, il crée une administration, il réforme les impôts, il ferme quelques couvents, et puis il organise des soirées avec les bourgeoises de Porto Ferraio, et puis il dit à ses proches, sur le chapitre des manières, ce ne sont pas franchement les Tuileries. Mais il s'adapte, il vit comme ça. Mais très vite, c'est pas assez pour lui. Et puis, vous savez, l'erreur des Alliés, c'était de le mettre à l'île d'Elbe. Parce que l'île d'Elbe, d'un côté, vous voyez la côte italienne,
et de l'autre côté, vous voyez Bastia. Donc ce n'était pas une bonne idée de le mettre là, parce que ça lui donnait fatalement l'envie de revenir. Et au bout de 3 ou 4 mois de ce régime, il commence à renouer des contacts sur le continent, à étudier les possibilités de reprendre le pouvoir, à supputer est-ce que Louis XVIII va pouvoir se maintenir, est-ce qu'il y aurait moyen de conclure une nouvelle alliance avec l'Autriche ou de discuter avec les Russes, etc., etc. Et il va se lancer dans un retour. Pas très glorieux d'ailleurs, pas aussi glorieux que celui non, que vous avez décrit tout à glorieux, l'heure. mais il faut voir qu'il a 45 ans. Oui. Donc c'est un homme jeune encore, même si physiquement il est un peu usé, parce qu'après une vie pareille, tout le monde serait usé. Mais quand même, il n'a que 45 ans. Il a encore une vie devant lui. Alors que De Gaulle, à Colombey, il est plus tout jeune. En 45, en 46, il a 56 ans déjà. Et puis, même si De Gaulle avait une constitution robuste, jusqu'à la fin de sa vie, on peut dire qu'il n'a jamais été malade. Enfin, jamais gravement malade. Et simplement, il a la vue qui baisse. Mais en même temps, il s'ennuie, mais lui non plus ne perd pas l'espoir de revenir. Alors, il y a d'abord l'aventure du RPF qui tourne court. C'était pas pour lui, le RPF, parce qu'au fond, il manquait à son personnage de sauveur en devenant chef d'un parti. Alors, il peut se croire à ce moment-là condamné à un exil intérieur définitif. Mais il n'a jamais perdu l'espoir, parce qu'il est porté par cette conviction que les institutions de la 4e République ne survivront pas à la première crise un peu grave. Voilà, ça, il en était convaincu depuis l'instauration de la 4e en 1946, que ça ne tiendrait pas. Que ça tiendrait s'il s'agissait de gouverner par temps de paix et par temps calme, mais qu'à la première bourrasque, le régime s'écroulerait. Et il a été à demi devin, mais donc devin quand même, parce que le régime a réussi à mettre fin à la guerre d'Indochine. C'est Mendes qui m'a fait la guerre d'Indochine, mais va buter et exploser sur la question algérienne. Alors, vous nous rappelez un chiffre, enfin, vous apprenez un chiffre. De Gaulle en 56 dans les sondages, c'est combien ? 2%. Donc c'est 2 ans avant de revenir. 2 ans avant de revenir au pouvoir, il est à 2%. On pose la question est souhaitez-vous le retour du général de Gaulle ? Réponse 2%. Et c'est normal parce que c'est un pays qui change très vite dans les années 50. Déjà. Il est du passé. Il incarne le passé. Et il incarne surtout un passé dont personne ne veut plus entendre parler. Parce que c'était la guerre. Et les gens, ils sont passés à autre chose dans les années 50. Après tout, la 4e République a bien des torts, mais elle a réussi la reconstruction du pays. Alors avec l'aide du plan Marshall, certes, mais quand même, c'était un régime qui n'a pas manqué totalement d'efficacité. Et puis la société se modernise. 1956, 57, 58, la France commence à changer. C'est le moment où la France commence à cesser d'être une nation paysanne. La France de 1945, c'est la France de 1850. Il n'y a pas vraiment de différence en réalité. Et à la fin des années 50, commence l'exode des paysans et commence la chute du catholicisme. Donc ce sont 2 grandes révolutions silencieuses qui vont bouleverser le visage du pays dans les années 60. Et De Gaulle, fatalement, qui commence à être un homme âgé, il incarne la génération d'avant. Et il incarne la guerre qui rappelle des mauvais souvenirs pour beaucoup. D'où le fait qu'il est impopulaire. Et il va falloir l'espèce de coma dans lequel tombe la 4e République entre la fin de 1957 et le début 58 pour qu'il apparaisse soudain comme l'homme du recours. Voilà. L'homme providentiel. Et ça se fait en quelques semaines. Hein. Et vous dites effectivement que ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de la politique française, ces 2 retours-là. Enfin, on l'a vu encore dans l'histoire récente, Giscard ou Sarkozy. Les 2 ont essayé de revenir et n'ont pas réussi. Ça arrive dans le régime parlementaire. Par exemple, Poincaré n'arrête pas de revenir. Même, on voit des gens compromis par 1940, compromis par la défaite, par le désastre, comme Paul Reynaud,
Paul Reynaud revient, même Daladier revient après la guerre. Il est encore député, ministre, etc. Mais sous la Ve, le retour est devenu impossible. Ce qui fait que l'histoire des retours gagnants s'est arrêtée avec De Gaulle. Sous la Ve, on peut être réélu, mais si on a été battu, c'est fini. On ne revient pas. Parce que je crois que la fonction a une telle importance, un tel lustre, que si on perd le pouvoir, pour le reconquérir, il faudrait redescendre en bas et recommencer. Et c'est ce que Giscard a essayé de faire. Giscard, en 81, n'avait pas compris sa défaite. Giscard était persuadé, et peut-être il l'est toujours d'ailleurs, qu'on lui a volé sa réélection en 81, que Mitterrand a été élu à cause d'un mauvais coup des Chiraciens, de Chirac et de ses amis. Ce qui d'ailleurs n'est pas exclu. On sait qu'ils ont voté pour Mitterrand. Mais peu importe. Alors, Giscard, une fois passé, vous savez, la fameuse scène « Au revoir », et il s'en va, il tourne le dos à la caméra, il s'en va, Giscard a décidé de reconquérir le pouvoir. Alors, il est devenu conseiller municipal à Chamalières. C'était vraiment repartir de tout en bas pour réescalader la montagne. Et puis en 87, à un an de l'élection, en 1987, il a fait une déclaration disant que c'était fini, il avait déjà donné et qu'il renonçait. Et Sarkozy n'a pas eu vraiment de chance de revenir dans la course. C'est-à-dire, la fonction de la Ve est tellement monarchique que c'est comme un roi qui abdique s'il perd. Il ne revient pas, c'est fini. Il a passé son tour. Tellement monarchique, et je fais une parenthèse, vous dites que c'est une fonction qui a été un peu abîmée aussi, excepté peut-être par Mitterrand, mais vous dites qu'effectivement... Oui. Hein, Mitterrand qui a été l'ennemi le plus acharné de la Ve République. Mitterrand, le but de sa vie, c'était de détruire la Ve République. Mais en même temps, c'est lui qui l'a le mieux assumé, Pompidou excepté. Mais après Pompidou, il est le seul finalement qui a endossé le costume avec la dignité voulue. Voilà. Ça préjuge en rien de la politique qu'il a conduite ou autre, mais Mitterrand portait bien l'habit de président de la Ve. Et on le voit, il y a beaucoup de films où on peut voir Mitterrand dans des cérémonies. Il avait une autorité et une dignité naturelle qui correspondaient bien à la fonction. alors que les autres, en voulant se rapprocher trop des Français, finalement... Oui, mais il faut dire que c'est une fonction impossible à tenir. Ouais. Et c'est un peu comme la monarchie française après Louis XIV. Louis XIV invente un type de fonction royale à partir de sa propre personne. Louis XIV était capable d'être roi 24 heures sur 24, de ne pas avoir de vie privée, de vivre en public tout le temps. Ses successeurs en ont été incapables. Louis XV n'y arrive pas. Louis XV aime bien souper avec ses amis. Alors, il fait construire des petits appartements à Versailles qui sont cachés. Louis XVI est au fond un bourgeois dans l'âme. Louis XVI aime la vie de famille avec ses enfants, il aime bouquiner, bref, il est incapable d'être un roi 24 heures sur 24. De Gaulle, pareil, il a bâti le costume de président sur sa personne. Mais être De Gaulle après De Gaulle, c'est quasiment impossible. Alors Pompidou a réussi, Mitterrand parce qu'il aimait l'apparat de la Ve et le côté monarchique, mais on voit bien que Giscard n'y arrive pas. Giscard, lui, déjà, a l'idée de se rapprocher de la population, d'être un président normal. Bon, lui, il était absolument incapable de l'être parce qu'il n'y a pas plus aristocrate que Giscard dans son comportement. Mais pour ça, il prend le café avec les éboueurs du quartier de l'Élysée, il va jouer de l'accordéon chez les gens, et ça lui a beaucoup nui, parce que les Français ont été humiliés de ce comportement, qu'ils n'attendent pas d'un président. Alors Chirac avait une espèce de grandeur bonhomme. Le contact très facile. Vous savez, c'est le seul homme probablement en France capable de manger 3 choucroutes le même jour, parce qu'il va à 3 endroits en Alsace où on lui sert une choucroute. On m'a raconté ça, un de ses conseillers. Il me dit on a tous été obligés de manger 3 choucroutes dans la journée. Mais Chirac avait toujours faim. Donc il avait une sorte de bonhomie. Mais on ne peut pas dire qu'il ait abaissé la fonction.
parce que quand même, il avait une forme une espèce de grandeur naturelle. Alors bien sûr, c'est malheureux à dire, mais Sarkozy n'a pas fait de bien à la fonction, parce que par son langage, par ses manières, par ses montres, sa femme trop jolie, tout ça, pareil, les Français ont pensé que il n'était pas dans le costume de la fonction présidentielle. Et le successeur non plus. Mais on ne va pas commenter davantage. Très bien. On y revient. Il y a une différence quand même entre eux, qu'on remarque dans le livre et que vous dites d'ailleurs, c'est que Napoléon finalement a été porté par les Français, alors que De Gaulle, mis à part effectivement son retour en 1944, a porté les Français. Oui, c'est une grande différence. C'est que Napoléon, c'est le fils de la Révolution française et du XVIIIe siècle. Donc ce n'est pas un précurseur de Hitler, c'est vraiment le fils des Lumières. Donc il est l'héritier, il est le représentant d'une génération absolument incroyable, celle qui a eu 20 ans en 1789, et qui a une énergie incompréhensible même. Parce qu'ils vont avoir assez d'énergie non seulement pour s'entretuer pendant 10 ans, mais ensuite pour faire la guerre à l'Europe pendant encore 15 ans. Donc c'est une génération extraordinaire. Le parallèle est sans doute un peu choquant, mais on ne reverra pas ça avant la génération allemande de 1940, qui va envahir l'Europe avec là aussi un enthousiasme, une énergie, un goût du combat, de la guerre, qui est heureusement rare dans l'histoire. Donc Napoléon, il est porté derrière lui. Alors même si les guerres européennes sont en partie son rêve à lui, son ambition à lui, il est porté par tout un peuple qui va à la guerre avec lui et qui monte avec lui. Parce que chaque fois qu'il s'élève dans la hiérarchie jusqu'à devenir le nouvel empereur, le nouveau Charlemagne, eh bien tous les Français montent un peu avec lui. Et si bien que vraiment il est poussé. De Gaulle, c'est différent. Lui, il n'est pas le fils de l'Europe optimiste, de la France optimiste de la fin du XVIIIe siècle, qui croit avoir une mission mondiale, universelle, qui croit par exemple que toutes les œuvres d'art du monde doivent être à Paris parce que la France est la patrie des arts et de l'intelligence, d'où les pillages dans tous les pays conquis. De Gaulle, il est le fils de la guerre de 14. Donc de la plus grande tragédie de l'histoire française, d'un pays qui, après 1914, devient pacifiste, donc d'un pays qui va refuser de voir la réalité en face et qui va être la France de Munich. La France qui va s'effondrer en 1940 avec des généraux qui ne comprennent rien, qui refusent toutes les innovations. Alors effectivement, De Gaulle, par la décision qu'il prend le 17 juin, lorsqu'il monte dans l'avion qui va le conduire à Londres, eh bien, décide d'assumer, comme il le dit, le trésor de la souveraineté française à lui seul, par lui seul. Et pendant plusieurs mois, il va être réellement seul à Londres. Alors, il y a les pêcheurs de l'île de Sein qui le rallient. Il y a beaucoup de gens jeunes qui viennent. J'ai plus les noms là en tête, mais il y a des gens très jeunes qui vont le rejoindre à Londres. Il y a aussi beaucoup de gens ça fait partie des choses qu'on ne dit pas sur la résistance, beaucoup de gens de droite, monarchistes, nationalistes, qui vont s'engager à ses côtés. Mais tout ça fait une petite troupe de quelques milliers de personnes. Et à Londres, il a autant d'ennemis que de partisans. Et notamment, il y a tous ces Français de Londres dont une partie vont partir aux États-Unis et passeront leur temps à le débiner auprès de Roosevelt. En particulier Jean Monnet. Jean Monnet qui, parlant de De Gaulle, dit toujours « cet hitléro-fasciste de De Gaulle ». Voilà. Jean Monnet, le poète Saint John Perse et quelques autres. Donc il est longtemps seul et il va réellement assumer et vraiment le grand tournant, ça sera Alger en 1943. Mais jusqu'en 1943, il ne subsiste que par les secours intéressés des Anglais, qui l'obligent à avaler de nombreuses couleuvres, et vraiment porté par la foi en lui-même, plus que par la foi dans la France.
C'est vrai que De Gaulle écrivait le mot élection, entre guillemets. À propos de celle de 65, parce qu'en 65, il a l'élection présidentielle au suffrage universel. Il n'a pas du tout l'idée qu'il va devoir faire campagne. Et il refuse de faire campagne. Et quand ses conseillers lui disent, vous savez, Mitterrand, il monte. Et il y a le Canuet aussi, qui est pas mal dans les sondages. Vous risquez de vous retrouver en ballottage. Et un jour, De Gaulle, excédé, dit à Perfit, il dit alors Perfit, qu'est-ce que vous voulez? Que j'aille à la télévision en pyjama, dire bonjour, je m'appelle Charles de Gaulle? Pas question. Et donc, quand il s'est retrouvé en ballottage, il a été non seulement surpris, mais abattu par le résultat. Pendant plusieurs jours, invisible, ne parlant à personne, donc entré dans un de ces moments dépressifs comme ça lui arrivait souvent. Et dans ses lettres, quand il parle de cette élection, il met des guillemets. Parce que pour lui, se retrouver en ballottage face à Mitterrand qu'il détestait et méprisait, c'était une humiliation. Et il n'avait pas tort, parce que probablement cette élection de 65, c'est la fin du gaullisme. Parce qu'il descend dans l'arène, il devient un candidat comme un autre, comme Mitterrand. Il va refuser un débat avec Mitterrand, mais il va accepter un entretien avec Michel Droit, qui est d'ailleurs un chef-d'œuvre de télévision. Mais quand même, il devient un homme politique comme les autres. Donc, c'en est fini de l'homme qui incarne la nation et son histoire. Et probablement, c'est à la fois le début, véritable début, de l'histoire de la cinquième, parce qu'à la suite de ce ballottage, eh bien, la Constitution va se détacher de Gaulle et pouvoir lui survivre, mais c'est la fin du gaullisme comme mystique politique. Voilà. Concernant l'écriture, qui était le plus écrivain des deux? Ils le sont différemment. Ils avaient conscience de l'importance des livres, d'ailleurs, du pouvoir des livres, ça c'est sûr. C'est dans la culture. Ils ont eu une éducation classique, ouais. Même si Napoléon a une éducation comme on l'a donnée au XVIIIe siècle, c'est-à-dire beaucoup de lecture par soi-même et un enseignement dans les écoles assez faible. Mais néanmoins, il a une éducation classique. Et donc, tous les deux savent que l'écriture permet de magnifier, de transfigurer ce qu'on a fait, ce qu'on sait depuis la guerre des Gaules de César. D'où l'écriture de leur mémoire. D'où l'écriture, tous les deux, de mémoire. Alors, la différence, c'est qu'il y en a un qui écrit, De Gaulle, et qui consacre chaque jour, même à l'Élysée, au moins 2 heures à l'écriture. Et puis un autre qui n'écrit pas. Napoléon, il dicte, parce qu'il a une écriture indéchiffrable. Et il dit « Ma pensée va si vite que ma main n'arrive pas à suivre. » Donc il dicte. Les secrétaires attrapent au vol ce qu'ils peuvent, reconstituent le propos impérial, et lui repasse derrière, plusieurs fois. Donc c'est son œuvre. Et sa véritable œuvre, c'est sa correspondance, ses 50 000 lettres connues. Il en a probablement dicté plus, mais on en connaît 50 000. C'est son autobiographie écrite au jour le jour. C'est un peu comme un journal, parce qu'il écrit à des correspondants très divers, choses, affaires publiques, affaires privées. Donc c'est vraiment son œuvre. Et s'ajoutera à cela le recueil de ses conversations, qui est le mémorial de Sainte-Hélène, c'est-à-dire où on retrouve, comme dans la correspondance, l'espèce d'ébullition permanente où se trouve le personnage. C'est qui passe en un instant de la guerre d'Espagne aux femmes, des femmes au son des cloches dans son enfance en Corse, qui de là va en Égypte, puis va parler de est-ce que finalement Dieu existe ou est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt un culte au soleil, etc., etc. Donc on retrouve là-dedans le désordre qu'il y avait dans sa tête. De Gaulle, lui, c'est un écrivain tout à fait appliqué. Il imite le style du grand siècle, donc c'est un peu Bossuet, avec des belles phrases très travaillées, mais il y a une forme il y a de la grandeur là-dedans, parce que le personnage a une grandeur là aussi naturelle, et qui transparaît dans ses mémoires, qui les rendent d'ailleurs passionnants. C'est justement quand ils n'étaient plus au pouvoir que leur écriture s'est sublimée, selon vous? De Gaulle, oui, puisqu'il écrit ses mémoires de guerre pendant le premier exil de Colombey
entre 1947 et 58, et puis il s'attellera à ses mémoires d'espoir après l'échec du référendum de 69, donc la retraite finale. Et d'ailleurs, pendant les derniers mois de sa vie, il est obsédé par le fait de ne pas avoir le temps de finir. Il n'aura pas le temps de finir puisqu'il va terminer qu'un volume. Et à la fin de sa vie, il refusait même les visites. Il n'accordait presque plus d'entretien pour pouvoir écrire toute la journée pour finir l'œuvre qu'il laissera inachevée finalement. Parlons un peu de leur caractère. Napoléon était plutôt quelqu'un qui cherchait à séduire, de ce qu'on comprend. De Gaulle, pas du tout. Non. De Gaulle est un homme froid, hautain, qui, avait établi une séparation totale entre sa vie privée et sa vie publique. Donc il y avait sa famille, mais ce qui concernait sa famille ne regardait personne d'autre que sa famille. Vous savez qu'on n'a pas un enregistrement où on entendrait parler sa femme, par exemple. On ne connaît pas la voix d'Yvonne de Gaulle. Elle n'a jamais été enregistrée. Bref, il y avait une séparation étanche qui tenait au fait aussi qu'il avait une fille mongolienne et que le handicap de sa fille a séparé les de Gaulle du reste du monde. C'est d'ailleurs à cause de leur fille qu'ils ont acheté la boisserie en 1934 parce qu'elle avait 6 ans à ce moment-là, la petite Anne, et personne ne la supportait. Les voisins ne la supportaient pas parce qu'elle poussait des hurlements, elle faisait beaucoup de bruit. Et donc, ils cherchaient une maison isolée pour qu'elle puisse jouer dehors sans déranger les voisins. Alors, ils ont trouvé cette maison en viager à Colombey. Et ils ont eu une chance extraordinaire, c'est que la propriétaire est morte au bout de 6 mois. Donc, ils se sont retrouvés propriétaires d'une maison, une belle maison, hein, pas si grande qu'on le croit. Quand on y est, elle paraît toujours plus petite que les photos. Et puis, c'était une maison à l'époque sans électricité et sans eau, hein, et sans chauffage non plus. Mais néanmoins, et donc ça les a un peu isolés. Et De Gaulle a toujours conçu sa vie privée comme ordonnée autour de sa fille. Et c'est d'ailleurs pourquoi il n'a pas choisi Colombey pour reposer comme cimetière, où serait sa tombe, pour des raisons politiques. Mais tout simplement pour lui qui était chrétien, la mort est une affaire personnelle, intime, familiale, et donc c'était pour reposer aux côtés de sa fille qui était morte en 1948. Mais du coup, il a donc une vie, il n'a pas de vie mondaine. Est-ce qu'il a des amis? Est-ce qu'ils sont des amis l'un et l'autre? Non, aucun. Ni l'un ni l'autre n'ont d'amis. Ils ont des gens qu'ils estiment. Alors, et qu'ils font grandir d'ailleurs. Oui, Thierry d'Argentlieu. De Gaulle l'estime. Il estime Malraux. Malraux, pour lui, Malraux l'amuse, mais Malraux l'intéresse aussi. Donc il a de l'affection pour Malraux. Mais Malraux n'est pas un ami. C'est-à-dire, si Malraux veut le voir, Malraux doit demander un rendez-vous en passant par l'aide de camp. Malraux ne vient pas frapper à la porte, lui dire « Bon Charles, on va discuter un peu, asseyons-nous ». Non, personne ne fait ça. Il faut une audience. Tout le monde est reçu en audience. Même, d'ailleurs, son fils, pour le voir, doit passer par l'aide de camp. Son fils ne peut pas voir son père comme ça. Voilà. Napoléon n'a pas eu un ami dans sa vie. Personne. Napoléon a un rapport aux gens encore plus utilitaire. Napoléon, il y a les gens qui peuvent le servir et les gens qui le desservent. Et on peut passer d'une catégorie dans une autre très vite. Par exemple, il a été très lié avec Volney. Volney, grand savant, c'est celui qui avait exploré, qui avait voyagé en Orient et qui avait ramené un livre qui a fait autorité pendant des dizaines d'années, Voyage en Égypte et en Syrie. Et Napoléon a été très proche de Volney. Mais Volney était très, non pas même anticlérical, mais anti-religieux et anti-chrétien. Et quand Napoléon s'est réconcilié avec le pape, bien sûr, Volney a été froissé. Et Volney a cru qu'ils étaient assez liés pour faire une observation à Napoléon. Et il lui a dit, général, alors voilà à quoi ont servi 10 ans de révolution et 500 000 morts, à revenir au point de départ et à se réconcilier avec l'Église. Et là, Napoléon était si fâché qu'il lui a mis un coup de pied. Il l'a frappé.
Et il faisait ça parfois. Et quand il n'était pas d'accord avec un de ses ministres, il le battait. Comme Margaret Thatcher, qui faisait la même chose avec ses ministres. Et Volney passait instantanément du clan des proches au clan des gens qui plus jamais n'auraient droit à une audience. Donc ils n'ont pas d'amis. Mais ceci dit, dans le cercle privé, Bonaparte est beaucoup plus agréable, beaucoup plus convivial, beaucoup moins guindé. Avec ses soldats, il a un contact très simple. Il a le contact facile avec ses soldats. Les officiers, un peu moins. Il avait d'ailleurs le truc, parce que c'est pour ça qu'il portait la redingote grise. Il conseillait à ses maréchaux de se mettre des plumes, des décorations, et lui, le plus simple possible. C'était un moyen de tenir ses maréchaux et de les séparer de la troupe. Parce que ces maréchaux resplendissants, les soldats ne les reconnaissaient pas comme étant comme eux. Alors que lui, avec son chapeau enfoncé sur la tête et sa redingote, les soldats pensaient qu'il était comme eux. Et donc il arrivait, il s'asseyait au bivouac, il buvait un verre de vin, il leur accrochait sa légion d'honneur sur l'uniforme, il discutait avec eux. Et comme il tenait un système de fiches sur tous ses régiments et qu'il avait une mémoire phénoménale, quand il était devant un régiment, il leur racontait ce qu'ils avaient fait. Donc les soldats pensaient qu'ils étaient spécialement distingués par l'empereur. Ça les galvanisait, bien sûr. Donc il avait le contact facile, oui. Mais je pense que ce n'est pas aussi parce qu'il était absolument indifférent aux gens, aux êtres humains. Il n'accordait aucun prix à la vie humaine et surtout, il pensait que les hommes étant d'un naturel méchant, on ne doit jamais rien attendre d'eux. Donc il n'était jamais déçu. Et c'est ce qui explique qu'il pardonnait très facilement. Il a pardonné plusieurs fois à Talleyrand, à Fouché tout le temps, qui le trahissait sans vergogne, parce qu'au fond, il n'attendait pas mieux d'eux. Il n'attendait rien d'eux, seulement des trahisons. Alors que De Gaulle, de ce point de vue, avait une plus haute idée de l'être humain et a très souvent été déçu. Et en conséquence, De Gaulle ne pardonne jamais. Et c'est au fond, c'est à la fois sa grandeur et sa petitesse. C'est que dans la vengeance, De Gaulle était terrible. Par exemple, Raymond Aron écrit à Londres en 1943 un article. Aron est gaulliste pour 1940, mais il n'aime pas De Gaulle politique. Il pense que c'est un dictateur en puissance, il ne l'aime pas. Donc il publie un article en 1943. De Gaulle ne le lui a jamais pardonné. Et quand on lui disait le nom de Raymond Aron, il disait « Ah oui, c'est Raymond Aron, dites-moi, c'est cet homme qui est journaliste au Collège de France et professeur au Figaro, c'est bien ça ?» Voilà. Il n'oubliait aucune offense. Aucune. Est-ce que l'un et l'autre avaient été persuadés qu'ils avaient un destin national, ou est-ce qu'ils en ont pris conscience petit à petit ? On peut dire que De Gaulle en est persuadé depuis l'âge de 15 ans environ, puisqu'à l'âge de 15 ans, il écrit une petite nouvelle dans laquelle le général De Gaulle sauve la France contre les Allemands à la tête de ses armées. Et il a, on le sait par ses condisciples à Saint-Cyr, à l'école militaire, il n'était pas aimé, hein, il n'a pas de camarades là. Il avait un comportement hautain, et effectivement, ses condisciples disent, dans des témoignages d'époque, hein, pas des témoignages rétrospectifs, on aurait dit qu'il avait pour mission de sauver la France. Donc il était persuadé qu'il serait un jour dans l'histoire. Napoléon, pas du tout. Napoléon, quand il est jeune, il se voit comme le champion de l'indépendance corse. Son rêve jusqu'à l'âge de 23 ans, c'est de chasser les Français hors de Corse, d'être le nouveau Paoli, de rendre à l'île son indépendance. Et d'ailleurs, en 1792, un an avant d'être expulsé de Corse par les Corses eux-mêmes, il fait un petit coup d'État à Ajaccio qui aboutit à l'expulsion de tous les continentaux. Donc, son objectif, son ambition, c'est la Corse. C'est de devenir le maître à Ajaccio pour éliminer ses ennemis et mettre la main sur tous les biens qui ont été confisqués. Un Corse, un vrai Corse. Après, peu à peu, il va prendre conscience. Et il prend conscience qu'il a un destin dans la guerre,
en Italie, parce qu'il réalise quelque chose, un exploit inouï, qui est de chasser les Autrichiens du nord de l'Italie en 2 mois, d'être maître de Milan. Et là, il commence à se dire que, bon, il a des perspectives qui s'ouvrent devant lui. Et puis, comme il commande une armée, une petite armée, 30 000 hommes, c'est pas grand-chose, il est en contact avec les représentants du pouvoir central, avec les politiques. Et il dira, là, j'ai commencé à mesurer leur médiocrité, la médiocrité de tous ces avocats qui dirigeaient la France sous le Directoire. Et donc, plus lui, il engrange les succès, plus il mesure leur médiocrité, et plus il se dit que peut-être c'est lui qui finalement va rafler la mise, va être l'héritier de la Révolution. Et lorsqu'il revient d'Italie, fin 97, là, il en est persuadé. Et simplement, il va juger que le moment, comme il dit, de les jeter à la Seine n'est pas arrivé, et donc il va décider d'aller attendre le bon moment en Égypte, pour ajouter encore un chapitre à sa gloire. Mais donc on peut dire que, voilà, à 24, 25 ans, il a compris qu'il avait un destin. Il a mesuré ce qui le séparait des autres. Mais tous les deux ont eu la chance que l'histoire ait passé un moment. Si l'histoire n'était pas passée à côté, à portée d'eux, finalement, ce seraient des personnages un peu ridicules. On parlait de leur retour politique tout à l'heure. Est-ce qu'il n'y avait pas aussi une part chez eux, une volonté de vouloir écrire leur propre fin? C'est-à-dire que Napoléon, il revient pour combien de temps quand il revient en 1815? 100 jours? Oui. Ouais. On ne sait pas ses intentions. Alors, est-ce qu'il revient parce que l'île d'Elbe est trop petite pour lui? Est-ce qu'il revient parce qu'il a l'espoir de diviser les ennemis et donc de traiter avec certains pour affaiblir les autres, parce qu'il ne peut pas avoir l'espoir de vaincre militairement? Il n'y a plus de réserve en France pour lever une armée. Il a épuisé toutes les réserves disponibles dans ces guerres et il revient pour une guerre. Il sait qu'il y aura la guerre. Les Alliés ne veulent plus de lui. Il a fait la guerre à l'Europe en 15 ans. Tout le monde a envie de passer à autre chose. Alors, il revient, il sait qu'il va y avoir la guerre, mais il sait qu'il va lui falloir gagner en 1 ou 2 batailles. Alors, l'hypothèse est la suivante. Est-ce qu'il ne revient pas tout simplement parce qu'il faut qu'il finisse d'une manière digne de son épopée? Et une fin à l'île d'Elbe n'est pas digne de son épopée. C'est-à-dire, quand on a été Napoléon, on ne peut pas finir comme le prince de Monaco. C'est pas possible. Donc, moi, c'est mon hypothèse, c'est qu'il revient pour faire une fin digne de lui, sans aucun souci du pays et de son destin. Et il a une fin c'est l'anti-De Gaulle. De Gaulle en 69, il a perdu, il s'en va, il est âgé, c'est fini, il tourne la page, il sort de l'histoire. Napoléon n'arrive pas à sortir de l'histoire. Et il pense que comme c'est un joueur qui a peut-être encore une carte à jouer, et que de toute façon, finir à Waterloo, c'est quand même mieux que de finir sur l'île d'Elbe. Vous dites à un moment donné, l'héritage n'est pas seulement matériel, et dans le domaine de l'immatériel, Napoléon sera toujours le vainqueur. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Tous les deux ont laissé un héritage. Napoléon laisse des institutions civiles. Beaucoup de nos institutions sont encore des créations du consulat. De Gaulle va laisser une constitution politique qui existe encore, la constitution de la 5e. Mais sur le chapitre de l'immatériel, Napoléon gagne. Pour la raison suivante, c'est que dans Napoléon, il y a plus qu'une œuvre civile, politique ou militaire. Il y a quelque chose qui va inspirer les artistes pour au moins un siècle. C'est-à-dire, Napoléon, c'est l'idée qu'on peut repousser les frontières du possible. Que si on est doué, intelligent, dénué de scrupules, le cas échéant violent, qu'on a une idée néanmoins, on est appuyé sur la raison, qu'on a une idée de ce qu'il faut faire, eh bien l'homme peut faire des choses incroyables. Et qu'on peut aller au-delà de tout ce qui est considéré comme la limite du possible. Donc c'est cette idée-là. Et tous les créateurs de cette époque, Berlioz, Beethoven, Balzac, tous les grands romanciers, les grands musiciens, et même il va inspirer des hommes politiques.
Bolivar en Amérique latine, Garibaldi en Italie, Bismarck qui le dira, que son modèle c'est Napoléon pour créer l'unité allemande, tous ont eu l'idée qu'on pouvait faire surgir un monde nouveau, soit littéraire, soit musical, soit politique, par la force et la volonté. Et que ça, c'était Napoléon qui avait, comme dira un écrivain, Napoléon a donné le tempo du siècle. C'est-à-dire, il a donné aux gens le goût des grandes aventures inouïes. Alors De Gaulle, c'est différent. De Gaulle a fait une œuvre beaucoup plus mesurée, beaucoup plus raisonnable aussi. De Gaulle n'a pas enflammé les imaginations. Il a sauvé le pays, c'est peut-être mieux. De ce point de vue-là, on peut dire que De Gaulle est moins héros que Napoléon, mais il est davantage grand homme que Napoléon. Parce que Napoléon, il y a quand même une tâche sur le bilan qui est le 1,5 million de morts qu'il a semé autour de lui pour une aventure grandiose, mais une aventure qui aboutit quand même à un désastre politique, puisqu'au final, la France est plus petite qu'il ne l'a trouvée quand il a pris le pouvoir. Quel regard d'ailleurs De Gaulle portait-il sur Napoléon? Parce qu'aujourd'hui, les admirateurs de Gaulle n'aiment pas qu'on le compare à Napoléon. De Gaulle détestait qu'on le compare lui-même à Napoléon. Il disait « Je ne suis pas Napoléon, je ne suis pas Jeanne d'Arc, je suis le général de Gaulle. Ne m'ennuyez pas avec ça. » Mais bon, il admire Napoléon. Voilà, à un moment, il dit voilà, Napoléon, c'est comme Versailles. Louis XIV aussi, ça a mal fini, avec des guerres terribles. La fin du règne de Louis XIV, c'est terrible. Mais De Gaulle dit Versailles, c'est la grandeur de la France. Alors Napoléon, ça finit mal aussi. Mais Napoléon, comment dire, nourrit la grandeur de la France et son image. Et De Gaulle pensait que et Louis XIV et Napoléon avaient fait rayonner le nom de la France. Et que ça suffisait à les justifier, quel que soit le passif du bilan. Mais pour le reste, il le comparait à lui-même et il disait, voilà, il dit Napoléon n'avait pas l'instinct de la France. Et c'est un mot très juste, parce que Napoléon ne se sent pas français et n'aime pas au fond la France. Il le dit souvent, la France c'est un pays de bourgeois, il faut toujours les pousser en avant. Certes, je les fais plus grands qu'ils ne sont, mais quand je ne serai plus là, ils retomberont dans l'ornière. De Gaulle dit un peu la même chose. Hein. Donc Napoléon n'avait pas cet instinct de la France et ce lien avec la France qu'a De Gaulle. Et il a cette phrase aussi, il dit « Napoléon manquait de mesure ». Et ça, c'est un jugement très juste. Donc il dénonce le caractère démesuré, un peu fou, du personnage de Napoléon. Parce que chez Napoléon, il y a une hubris qui est au-delà de la raison. Il y a une part de folie chez lui. Mais il admire la contribution de Napoléon à la grandeur nationale et à la grandeur de l'histoire de France. Parce que Louis XIV, Napoléon et De Gaulle, il faut bien le dire, sont les trois personnages qui ont fait la France plus grande et qui lui ont donné un rayonnement universel qui explique que la France, aujourd'hui encore, malgré la diminution considérable de sa puissance réelle, eh bien, n'est toujours pas un pays comme les autres. Et on l'a vu, par exemple, d'abord aux obsèques de Gaulle, à la cérémonie de Notre-Dame. Il n'y a aucun chef d'État pour qui autant de chefs d'État se seraient déplacés, aucun autre pays. Et on l'a vu encore après l'attentat de Charlie Hebdo, la manifestation du 11 janvier 2015, parce qu'il n'y a aucun pays où un attentat aurait fait venir autant de chefs d'État. Ce qui prouve que la France, son rayonnement est indépendant de sa puissance économique ou militaire réelle. Et ça, on le doit à cette histoire où, à plusieurs reprises, alors c'est vrai sous Louis XIV avec Versailles, c'est vrai sous Napoléon quand les armées napoléoniennes répandent le code civil à travers l'Europe, c'est vrai aussi avec De Gaulle à cause de l'épopée de 1940, où le rayonnement de la France acquiert une dimension proprement universelle. Et je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'autres pays dont le rayonnement a été aussi universel à certains moments de leur histoire. Vous dites dans le livre « Au magasin des aspirants à la postérité », les rayons ne sont aujourd'hui pas très achalandés. Non, c'est vrai. Est-ce que ça veut dire qu'à la mort de De Gaulle en 70, c'est la fin finalement de l'ère des hommes d'exception, ou des grands hommes, puisqu'on a commencé par là?
Oui, je ne crois pas qu'on ait besoin d'un sauveur ou d'un héros ou d'un grand homme aujourd'hui. On a besoin d'un chef d'État. Mais c'est autre chose. Avoir un chef d'État, c'est avoir quelqu'un qui a les qualités et la carrure pour gouverner, notamment dans les circonstances périlleuses dans lesquelles on va se trouver bientôt pour des raisons internationales. Mais je pense que le temps des héros et des sauveurs est terminé, parce que notre monde a changé. D'abord, Napoléon et De Gaulle vivaient dans des sociétés verticales, où l'autorité était respectée en tant que telle, où quelqu'un qui occupait une position éminente était quelqu'un. Regardez, par exemple, moi je suis arrivé dans l'université après la fin du temps des mandarins. J'aurais aimé être un mandarin qui faisait trimer les étudiants, qui exploitait tout le monde. J'en ai connu encore, je me souviens de Pierre Chaunu, dans les colloques, il était toujours accompagné par sa femme. Sa femme avait un panier à provisions, et parce que tout le monde offrait son livre à Pierre Chaunu, professeur, etc. Alors Pierre Chaunu, l'air impérial, royal, disait « Merci mon ami ». Et il faisait un signe vers sa femme qui ouvrait le sac à provisions et l'auteur jetait le livre dans le sac à provisions. Aujourd'hui, c'est impossible. Et la plupart de mes collègues, leurs étudiants, les tutoient. On n'est plus dans des sociétés verticales, nous sommes dans des sociétés horizontales. Et il est très probable que si De Gaulle revenait aujourd'hui, les Français ne le supporteraient pas 3 mois. Dans les années 60, ils l'ont supporté 10 ans, mais là, en 3 mois, je pense que ça serait fini. Et si Bonaparte revenait, lui, à cause d'Internet, il ne passerait pas la semaine parce qu'il avait une vie privée pour le moins dissolue. Alors, plus les affaires d'argent, etc., il n'aurait pas franchi l'épreuve. Et puis d'autre part, ces 2 hommes qui avaient tous les moyens de gouverner. D'abord, le monde, surtout au temps de Napoléon, était beaucoup plus simple. Le ministère des Affaires étrangères, c'est 70 fonctionnaires. Voilà, pas un de plus, qui suffisent. Il y a 12 ou 13 ministres. En tout, la fonction publique d'État, c'est moins de 1000 personnes. Et avec ça, on peut gouverner la France. On peut même gouverner l'Europe. Donc le monde était plus simple. Et puis, ils sont les maîtres de la politique monétaire, ils ont tous les moyens de gouvernement à leur disposition, et c'est encore le cas de Gaulle. Aujourd'hui, il y a eu 3 évolutions qui font qu'un tel personnage est inconcevable. Il y a eu d'abord la décentralisation administrative, qui a retiré à l'État des moyens de gouvernement. Ensuite, il y a eu la construction européenne, plus l'euro, on a perdu l'instrument monétaire. Voilà. Et puis enfin, vous avez la mondialisation économique qui fait que l'économie échappe en grande partie au contrôle de la politique. De Gaulle peut encore avoir une politique industrielle volontariste et une politique monétaire volontariste. Aujourd'hui, c'est impossible. Donc le type même de ce personnage est impossible dans le monde dans lequel nous vivons depuis depuis en gros la chute du mur de Berlin, qui a tout changé. Donc probablement c'est une histoire close. Voilà. Ils se distinguent même finalement à leur mort, parce qu'aujourd'hui, à quel point est-ce que c'est symbolique que l'un et l'autre reposent à l'écart finalement des autres grandes figures de l'histoire de France? Tous les deux ont eu une hantise qui était de finir au Panthéon. Ah oui. Et on les comprend, parce que le Panthéon, il n'y a pas d'endroit plus horrible et glacial. Et je rappelle dans le livre l'anecdote du malheureux Alexandre Dumas, qui avait toujours voulu être enterré auprès de sa mère, à Villers-Cotterêts, et qu'on est allé chercher, c'est une idée de Chirac, on est allé chercher à Villers-Cotterêts pour le mettre au Panthéon. Bonaparte ne voulait pas être au Panthéon parce qu'il ne voulait pas être avec quelqu'un d'autre. Il voulait être seul et il avait pensé... Son rêve, ça aurait été d'être à Saint-Denis. Les révolutionnaires avaient détruit les tombes royales à Saint-Denis et Bonaparte avait commencé à faire des travaux quand il a été couronné empereur pour lui et sa dynastie. Mais bien sûr, quand les Bourbons sont revenus, pas question de le mettre à Saint-Denis. Et donc, d'où l'idée, dans son testament, d'être enterré au bord de la Seine. Et il n'y avait qu'un seul endroit, qui sont les Invalides, bien sûr, et qui est le temple de la gloire militaire. Donc il a eu son endroit à lui, qui s'est peuplé ensuite,
un peu des maréchaux, etc., des membres de sa famille, l'Aiglon en 1940, etc., mais qui néanmoins, son tombeau domine l'église des Invalides, et quand on y va, c'est pour lui. C'est lui qui est. Et quant à De Gaulle, j'ai dit, c'est pour des raisons privées, mais il a été très choqué par les obsèques nationales faites à Leclerc, puis à Delattre de Tassigny, et notamment par le fait qu'on avait confié l'éloge funèbre de Leclerc à Édouard Herriot. Et pour lui, Édouard Herriot était le symbole même du politicien lâche, et il le détestait vraiment. Et il s'est dit, si je meurs demain, c'est peut-être Édouard Herriot qui prononcera mon éloge funèbre. Et dès le lendemain des obsèques de Delattre, il a écrit et signé son testament dans lequel non seulement il refusait les obsèques nationales, mais il demandait à être enterré sans tambour ni trompette, en privé, à Colombey. Il y avait de l'orgueil aussi, probablement, d'être enterré dans un village inconnu dont il avait fait par sa seule résidence un lieu d'histoire. Pourquoi est-ce que de grands personnages comme Jeanne d'Arc, que vous avez cité tout à l'heure, Marie Curie, Pasteur, etc., n'ont-ils pas la même reconnaissance, la même admiration de la part des Français qu'ont Napoléon et De Gaulle, qui sont toujours cités dans les sondages, vous le rappelez d'ailleurs dans le livre en tête? Pasteur et Marie Curie ont été longtemps dans le peloton de tête. Ça, pendant toute une partie du XXe siècle, parce qu'ils faisaient partie du panthéon, entre guillemets, de l'école républicaine. Pasteur, Marie Curie, vraiment faisaient partie des personnages que la République encensait, autant, vous savez, des hussards noirs, des instituteurs, etc. Bon, Jeanne d'Arc, c'est parce qu'elle est devenue un personnage controversé. Elle l'a été de manière inégale. Au XVIIIe, par exemple, elle n'est pas aimée parce qu'elle a été moquée par Voltaire, et l'image imposée par Voltaire s'est répandue, c'est-à-dire de la folle illuminée. Le 19e républicain de gauche aime Jeanne d'Arc au 19e, parce qu'elle est l'héroïne populaire, celle qui soulève le peuple et qui entraîne le peuple dans la résistance patriotique. Mais le camp du clergé n'aime pas Jeanne d'Arc, parce qu'elle apparaît comme, un peu comme une illuminée. Bref, c'est une sainte un peu suspecte. Donc le clergé au 19e ne l'aime pas. Et au 20e, elle va être, dans le sillage de l'Action française, accaparée par les nationalistes. Et là, elle va changer de statut. Donc elle a toujours été une héroïne un peu entre deux chaises, quoi. Tantôt accaparée par la gauche. Michelet en a fait l'héroïne suprême de l'histoire de France. Pour Michelet, c'est la fondatrice même de la France moderne. Et puis aussi mobilisée par la droite catholique. Voilà, donc elle est plus controversée. Et la particularité de Napoléon et de Gaulle, c'est qu'ils arrivent relativement à réconcilier la droite et la gauche. Et c'est ça qui fait leur popularité. Parce qu'on peut se reconnaître dans l'épopée napoléonienne, même si on est de droite, parce que c'est une épopée nationale qui porte la France à travers toute l'Europe. On peut se reconnaître dans Napoléon si on est de gauche, parce que même s'il a trahi la Révolution en rétablissant la monarchie, néanmoins il a garanti les conquêtes de la Révolution, l'égalité civile, les biens nationaux. De Gaulle, c'est pareil. Certes, c'est un homme de droite, mais il a rétabli la République 2 fois. Donc si on est de gauche, on peut consentir. Et si on est de droite, on pourra dire qu'il a gouverné avec les communistes, du moins avec un accord tacite avec les communistes, mais néanmoins c'est un homme de droite. Voilà. Il a rétabli la nation, il a défendu les valeurs de la France, donc on peut s'y retrouver. Et tous les deux ont été haïs par les extrêmes. Alors, Napoléon est haï par les contre-révolutionnaires irréductibles qui le voient comme l'héritier de la Révolution. Il est haï par les jacobins irréductibles, c'est-à-dire ceux qui pensent qu'il a arrêté la Révolution trop tôt et qu'elle devait continuer. Et De Gaulle, de même, est détesté à l'extrême gauche, qui verra toujours en lui un fasciste, notamment les intellectuels communistes, et il sera détesté de manière définitive
d'un côté par les gens qui avaient fait le choix de Vichy, et de l'autre par les partisans de l'Algérie française qui ne lui pardonneront pas l'abandon des pieds noirs et le sacrifice, en effet impardonnable, des harkis. Avez-vous des questions alors que le soleil inonde ce magnifique dortoir? Question toute simple, et vous avez plus ou moins répondu, mais je voulais avoir votre sentiment. Oui. Je pense que ce sont deux héros parce que ce sont deux personnages politiques qui, à des moments donnés, font que la politique gouverne l'histoire. Oui, et que, contrairement à ce qui a été à un moment donné dans l'école intellectuelle française depuis le marxisme, il était dit que les personnages étaient des marionnettes. Et eux montrent que non. Et c'est pour ça que même dans des moments difficiles, comme aujourd'hui ou ailleurs, ou dans d'autres périodes, ils ont montré que le politique gouvernait. Et vous l'avez dit plus ou moins. Ça veut dire que la politique économique de la France ne se fait pas à la corbeille. Et les Français recherchent toujours ça. Depuis Louis XIV, le politique, pour les Français, doit primer. La France est un peuple politique. Oui, oui, non, vous avez raison et vous l'expliquez très bien. Moi, je crois que bon, je ne suis pas un ami de la philosophie marxiste de l'histoire, donc je crois au rôle des individus dans l'histoire. Ça ne veut pas dire qu'on ignore les limites à l'action, parce qu'après tout, tout n'est pas possible à n'importe quel moment. Et il y a une phrase que j'aime bien de Tocqueville, il disait dans ces vastes limites, l'homme est puissant et libre. C'est-à-dire que même s'il y a des limites, néanmoins, il y a un espace pour l'action délibérée. Et il est vrai que ce qui fait ces héros politiques, vous avez tout à fait raison, eh bien, c'est le fait qu'ils illustrent cette possibilité d'action dans un espace très, très large. Et ils le font, excusez-moi, par rapport à l'espace qui est la nation ou le monde, mais ils le font aussi pour eux-mêmes, parce qu'à un moment, par contre, j'étais pas trop d'accord quand vous avez dit il y a une structure au-dessus de lui, le général de Gaulle, vous avez raison, catholique, soldat ou un surmoi, mais il désobéit tout le temps. S'il le fait pas ouvertement, il le fait dans ses livres, et donc il est complètement contraire, c'est ce qui fait sa grandeur, il est contraire à son milieu. Il est toujours en train de désobéir à la hiérarchie militaire d'abord et au gouvernement ensuite, en 1940. Mais en même temps, ce que je voulais dire par là, c'est qu'il a des valeurs qui s'imposent à lui. Donc je pense que son christianisme, par exemple, son catholicisme en réalité, fervent, lui impose des devoirs, une manière d'être, une manière de se comporter que n'a pas Napoléon. Napoléon n'a pas de religion, Napoléon n'est pas attaché à des traditions, et il n'a pas ce carcan qu'on sent chez De Gaulle dans sa manière d'être. De Gaulle s'adresse aux gens en respectant certaines formes, certaines valeurs. Donc de ce point de vue-là, c'est uniquement au sens des valeurs que je parlais de surmoi. Donc ce n'est pas une structure, et ça n'empêche pas d'être un rebelle et d'être en guerre perpétuelle contre la hiérarchie militaire, contre le gouvernement, contre les partis. Et au fond, vous savez, il y a eu un spectacle de Robert Hossein, L'homme qui dit non. Mais De Gaulle, c'est un peu ça. C'est quelqu'un qui était toujours en désaccord. C'est un peu ce qui fait l'originalité du personnage et son charme aussi. Puisque désormais on demande aux invités de partager avec nous un coup de cœur culturel, livre, musique ou cinéma, je vous avais donc demandé de faire. Vous allez dire un mot? Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, est-ce que vous connaissez Bruno Sanfilippo? Est-ce que quelqu'un dans la salle connaît Bruno Sanfilippo? M'étonnerait. Voilà. Eh bien, on va découvrir avec vous Bruno Sanfilippo. Je vais juste dire un mot. C'est une musique, c'est un compositeur argentin, jeune, et c'est un compositeur dont j'écoute les disques en travaillant parce que j'écris toujours en musique. Et donc, sa musique m'accompagne dans mon travail depuis un certain temps. Voilà. Eh bien, on va écouter la musique qui vous accompagne pendant l'écriture de vos livres, et notamment celui dont on vient de parler maintenant. On écoute quelques notes.
Voilà ce qui vous accompagne donc pendant l'écriture de vos livres. Vous avez tous ces albums. Donc, Voilà, c'est une musique méditative. Exactement. Merci beaucoup. C'était passionnant de Merci vous entendre pendant 7h15. Merci beaucoup. Merci Patrice Ganifet.